4 mois après le massacre du stade de Conakry, on fait le point dans le focus sur la situation en Guinée. Petit résumé, Dadis Camara n'est plus au pouvoir. Victime d'une tentative d'assassinat, c'est le ministre de la Défense, Ségoupa Konaté, qui est aux manettes. Depuis janvier, un homme issu de l'opposition, Jean-Marie Doré, est chargé de former un gouvernement de transition avec pour mission de préparer des élections dans 6 mois afin de rendre le pouvoir aux civils. Pour nous éclairer, Rachid Ndiaye, bonjour. Vous êtes le directeur du mensuel Matalana, magazine consacré à l'actualité africaine. Vous êtes d'origine guinéenne. Avec nous également Alain Chabot, bonjour. Vous êtes reporter de retour de Guinée. Alain, première question pour vous. La Guinée est-elle vraiment entrée dans une période de transition où tout ça reste-t-il fragile ? Alors il y a un peu des deux, la transition elle existe, elle est palpable, il y a une certaine euphorie, une agitation qui règne dans les milieux politiques et puis peut-être dans une moindre mesure militaire également. Et en même temps on note quand même des inquiétudes, alors elles sont de divers ordres. Que sera l'attitude de l'armée ? Est-ce que tous les barons de la junte seront alignés derrière le général Ségoupa Konaté chargé de conduire à bien cette transition ? Et puis est-ce que les partis politiques qui sont d'ores et déjà dans une stratégie présidentielle, appuieront suffisamment Jean-Marie Doré pour lui donner suffisamment d'espoir et d'énergie dans la réussite de cette transition. Avant de poursuivre, on va regarder un de vos reportages sur cette transition délicate, sur fond d'enquête sur le massacre de Conakry que l'ONU attribue à Dadis Camara. L'armée, toujours au pouvoir en Guinée, n'a pas tardé à réagir. C'était il y a une semaine. Regardez. Nous sommes au Palais du Peuple à Conakry, un vestige de l'époque de Sékou Touré. Les représentants de la communauté internationale et de l'État guinéen ont été conviés à un événement qui s'annonce décisif pour le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry ? Ce matin-là, la commission d'enquête nationale rend donc son rapport sur ce tragique événement, la sanglante répression d'une manifestation pacifique de l'opposition. Présents ce jour, de hauts responsables de la junte au pouvoir et plusieurs ministres du gouvernement, dont des fidèles du capitaine Moussa Dadis Camara, le président actuellement en convalescence forcée dans un pays voisin. C'est l'actuel numéro 2 du régime, un modéré, qui tire les conclusions de l'enquête. Une erreur, une faute, une providence, une fatalité, je ne saurais me situer. Quel que soit le jugement que chaque Guinéen puisse se faire sur le contenu de ce document, j'estime que nous avons besoin et avions le devoir de se pardonner et de se réconcilier. C'est le prix de notre union. C'est au prix d'une vérité partielle qu'a ainsi été rédigé ce rapport. Un rapport volontairement édulcoré pour ne pas compromettre la fragile transition démocratique aujourd'hui à l'essai en Guinée. Les enquêteurs minimisent les viols, mais surtout ils s'en tiennent au nombre de 63 morts et exonèrent le capitaine Moussa Dadis Camara et ses proches de toute responsabilité. Pour les rapporteurs, l'unique commanditaire et principal exécutant du massacre est le lieutenant Toumba Diakité, chef de la garde présidentielle. Absolument, vous avez entendu effectivement ce qui se passe. Il Toumba Diakité, une équipe de bérets rouges et d'autres personnes non encore identifiées. Donc il y a plein de personnes. Il est établi que le président n'est jamais venu au stade. Un rapport qui va à l'encontre de la commission d'enquête des Nations Unies qui fait état d'au moins 156 morts et disparus et qui surtout met en cause directement le président Moussa Dadis Camara. Un constat partagé par l'actuel Premier ministre issu de l'opposition. Je ne vois pas ce que la garde présidentielle, qui est là pour la sécurité du président, vient faire dans le maintien d'ordre. Le président n'était pas au stade. Si le président était venu au stade, on pouvait justifier la présence, n'est-ce pas, de la garde présidentielle. Donc cette présence en soi devait poser des interrogations et le rapport n'en a pas tenu compte. Donc. Une délégation de la Cour pénale internationale est attendue à la mi-février à Conakry. Une mission qui pourrait déclencher d'éventuelles poursuites à haut niveau. Alors justement, Rachid Ndiaye, la venue de la procureure adjointe de la Cour pénale internationale sonne-t-elle le glas de l'armée et de Dadis Camara en particulier ?
Non, je pense que cette arrivée signifie tout simplement que malgré l'existence d'une nouvelle ligne de transition, de nouvel accord politique, ça ne met pas fin à l'action publique internationale concernant les massacres du 28 septembre 2009. Mais en même temps, comme la responsabilité du chef d'État, le capitaine Dadis et certains de ses collaborateurs ont été établis de manière manifeste dans le rapport de l'ONU, je crois que c'est plus ou moins traduire un petit peu en acte la procédure qui a été enclenchée depuis le mois de décembre pour en tirer les conclusions. Et je crois que ça, en même temps, ça installe une nouvelle forme de ligne rouge vis-à-vis de l'armée dans ses actions dans le jeu politique guinéen. Je crois que c'est un élément qui est un petit peu nouveau puisque... Dadis Camara, il est hors-jeu politiquement, dorénavant? Je crois que Dadis est hors-jeu politiquement. Je crois que Dadis est hors-jeu. Une formule a été trouvée, une formule de convalescence politique qui le retient à Ouagadougou. À partir du moment où cette déclaration conjointe a été signée entre lui, le général Sekouba Konaté, et donc le médiateur qui relance la nouvelle transition avec la désignation d'un nouveau Premier ministre, je crois que cette période, on peut dire que c'est une période qui est quand même terminée, je crois. Alors, pourquoi 4 semaines après sa nomination, Jean-Marie Doré, on l'a entendu dans le reportage d'Alain Chabot, n'a-t-il toujours pas formé un gouvernement de transition? Je crois que ça, c'est les difficultés liées à la négociation des contours de la transition. Parce que la déclaration conjointe de Ouagadougou pose un certain nombre de paramètres qui donnent une liberté aux forces vives, mais en même temps, la déclaration créer quand même des cadres assez stricts dans lesquels la transition doit se dérouler. Je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre Doré, Jean-Marie Doré, qui essaie d'utiliser la partie de l'accord qui lui est favorable en termes de chef de gouvernement, mais en même temps, il traîne un peu le pied parce qu'il y a aussi une négociation entre les forces vives et les partis politiques pour définir les contours de cette transition, puisque je fais observer que la transition impose au nouveau gouvernement d'organiser des élections dans un délai de 6 mois. Et quand on voit un petit peu tous les mécanismes conduisant à la mise en place des institutions de transition, notamment la mise en place d'un Conseil national de transition, d'un comité de suivi, et puis aussi le rôle de l'observation internationale, aussi bien civile et militaire, pose quelques petits problèmes. Et quand on ajoute à cela également le tempérament personnel de Jean-Marie Doré, qui est un homme qui a une liberté de ton et de parole, et on n'est pas tout à fait sûr que ce tempérament sied beaucoup plus facilement à la gestion des affaires de la primature. Alors, liberté de parole, vous l'avez dit, on l'a entendu d'ailleurs dans ce reportage. Alain Chabot, vous avez rencontré Jean-Marie Doré. Je rappelle d'ailleurs que votre entretien est diffusé en ce moment sur France 24 et bientôt sur le site internet de France 24. Quelles sont les ambitions de Jean-Marie Doré ? Alors, son ambition première, c'est remplir sa mission, à savoir de mettre cette transition sur les rails et puis de la faire aboutir, à savoir engager et réussir des élections présidentielles. Mais alors, d'ores et déjà, il module les critères, c'est-à-dire que le fameux délai de 6 mois, quand on discute avec Jean-Marie Doré, quand la presse l'interpelle, il commence d'ores et déjà à expliquer que les 6 mois, c'est sur le papier, mais que la pratique, c'est quand même ça qui compte et qu'on verra avec le temps si on pourra mettre sur pied des listes électorales crédibles et puis lancer une campagne électorale, tout ça dans un climat propice à des élections libres, sereines et transparentes. Donc tout ça, c'est un peu l'inconnu et Jean-Marie Doré saura vraisemblablement jongler avec ces différents facteurs pour peut-être un jour ou l'autre, comme certains le soupçonnent, se dévoiler une stratégie présidentielle qui le concernerait. C'est du moins ce que pensent même certains de ses anciens amis des forces vives, cette coalition donc de partis politiques, de syndicats et d'associations de l'opposition. Rachid Ndiaye, comment va se passer le partage du pouvoir entre Jean-Marie Doré et le président par intérim Sekouba Konaté ? Écoutez, les deux hommes peuvent travailler ensemble ? Écoutez, c'est à la fois assez simple, assez compliqué. C'est assez simple en ce sens que la déclaration conjointe de Ouagadougou définit les lignes de partage. C'est assez compliqué en ce sens que chacun fait de l'exégèse. Je crois qu'au départ, le général Sekouba Konaté souhaitait s'occuper essentiellement d'impératifs sécuritaires et militaires concernant la restructuration de l'armée, la nouvelle coopération militaire. Mais en même temps, Jean-Marie Doré a aussi une compétence liée parce qu'il s'agit d'un pouvoir plus ou moins collégial, à savoir que c'est l'ensemble des forces vives et des partis politiques qui en font partie, qui ont donc choisi le Premier ministre. Je fais observer que Jean-Marie Doré lui-même ne peut pas être candidat si on interprète stricto sensu la déclaration conjointe de Ouagadougou. Et je fais également remarquer que le même Jean-Marie Doré a déjà quand même été 2 fois candidat à l'élection présidentielle avec les résultats qu'on connaît. Et donc tout cela, je crois que finalement, si la primature s'affaiblit, le chef de l'État sera obligé d'intervenir davantage. Mais si un consensus politique beaucoup plus équilibré, je crois que les lignes de
partage pouvant être un peu plus claires. La commission électorale a-t-elle un rôle important à jouer dans les prochains mois? La commission électorale, justement, nationale indépendante, a un rôle important puisqu'elle a été constituée lors des premières grèves de 2006-2007. Mais l'inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a un mois, le président de la commission électorale nationale disait que tout est prêt, que le fichier électoral est prêt. Et il reste juste quelques correctifs concernant les Guinéens de l'étranger. Un mois après, lui-même estime que c'est pas suffisamment prêt. Je crois que les gens veulent jongler avec la transition, alors que la transition n'offre pas cette perspective-là aujourd'hui. Je crois que la meilleure façon, à mon sens, d'arriver à organiser des élections libres et démocratiques dans un délai qui est imparti, c'est que le général Sékou Konaté lui-même prenne une ordonnance fixant la date des élections. Et ce sera le mot de la fin. Merci Rachid Ndiaye, merci Alain Chabot d'avoir été avec nous pour ce focus sur la Guinée. D'autres infos à suivre sur France 24.